Il va nous parler d'un sujet dont j'espère ne pas dévoiler des secrets en vous disant qu'il m'a expliqué que ça fait très très longtemps qu'il se passionne pour cette question. Et c'est la première fois qu'il présente un exposé sur cette recherche apparemment un peu occulte qu'il a menée depuis de longues décennies. Donc nous avons le privilège aujourd'hui d'entendre des éléments de cette recherche qu'il a intitulée « Un gorille dans ma topique, le darwinisme de Freud entre interdisciplinarité et construction sociale ». Voilà. Oui, bon. Alors, merci Claudine, merci à Henri Atlan et à toi de m'avoir invité. C'est vrai que ce sera assez historique, on a travaillé ensemble plutôt sur l'histoire du darwinisme, donc ce sera assez historique, et c'est vrai que je vais prendre au mot le titre de ce séminaire « Biologie et société ». Et pour l'introduire, je dirais, en écho à ce que nous a dit Henri Atlan hier, en introduction de ce séminaire, de ces journées d'études, enfin de ces journées, rappelant l'écho de la biologie moléculaire et de l'ADN du gène dans la société, que là, on aura le même écho à un siècle d'intervalle, puisque c'est en fait au début du XXe siècle. Alors, évidemment, notre conception de l'hérédité a changé, mais la société, elle n'a pas changé. Donc, il y aura des échos, forcément. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, sur ce qui se passait il y a un siècle, je voudrais faire remarquer quelque chose à ceux d'entre vous qui sont entrés ici en passant par la porte. La plupart, j'imagine. Si vous êtes passé par la porte, vous avez vu que ce bâtiment s'appelle Évolution des êtres organisés, Fondation de la ville de Paris. Pourquoi Fondation de la ville de Paris ? Qui le sait, à part Claudine, je sais qu'elle le sait. Personne ne le sait ? Eh bien voilà. En 1885, le conseil municipal de la ville de Paris, qui était radical de gauche et républicain, s'est effrayé de ce que la Sorbonne n'enseigne pas l'évolution des espèces, parce qu'il a considéré qu'elle était de droite. Ils ont donc décidé que, puisque l'université était faite pour former les instituteurs de la République, dont ses émissaires dans nos départements, il fallait absolument qu'ils sachent ce que c'est que la théorie d'évolution, parce que croire en l'évolution, c'est croire en progrès. Donc, ils ont donné une somme d'argent pour recruter un professeur en évolution. Le premier a été Alfred Jarre, directeur de laboratoire aux hautes études, en 1885. Et en 1923, l'un de ses successeurs, Maurice Collery, également directeur aux hautes études, a construit ce bâtiment. Donc, il y a à peu près un siècle. Donc, vous voyez, il y a quand même des rémanences, des échos, à un siècle de distance, sur les rapports entre la science et la société. Alors, je vais commencer par vous parler d'un fameux amateur de cocaïne. Vous savez lequel? Non, vous ne savez pas lequel. Sinon, ce n'est pas Sigmund Freud, c'est Sherlock Holmes. Supposez, Watson, que le matérialiste, le sensuel, le mondain prolongent leurs existences inutiles. Que deviendrait le spirituel? Ce serait la survivance du moins apte. Quelle sorte de cloaque ne deviendrait pas notre pauvre monde? Vous voyez, même dans la littérature, on fait écho aux préoccupations scientifiques. Alors évidemment, là, c'est un effet littéraire, de même que celui-ci qui nous rapproche encore de l'hérédité. Sherlock Holmes à propos du docteur Moriarty. Il avait devant lui une carrière tout à fait brillante, mais cet homme avait des tendances héréditaires d'une nature particulièrement diabolique. Il y avait dans son sang un penchant criminel qui, au lieu de se corriger, s'est développé pour devenir encore plus dangereux du fait de ses capacités mentales exceptionnelles. Et cet autre, encore dans un troisième roman du même Conan Doyle, j'ai une théorie selon laquelle chaque individu représente dans son développement toute la lignée de ses ancêtres. Et cette brusque orientation vers le bien ou vers le mal correspond à une influence déterminante qui s'est glissée dans son pédigré. La personne devient en quelque sorte un résumé de l'histoire de sa famille. Alors vous voyez des réponses entre la société et les préoccupations des scientifiques. À l'époque, on ne sait rien des lois de l'hérédité. C'est après 1903, c'est après la redécouverte des lois de Mendel, mais enfin, les choses ne vont pas si vite que ça. Mais aussi bien la science que la société se parlent. Alors là, c'est juste des effets littéraires, évidemment, et vous reconnaissez très bien, évidemment, en l'occurrence, ce qu'on appelait l'hérédité lamarckienne à cette époque. N'est-ce pas qu'un individu représente les expériences de l'ensemble de sa famille. Alors, donc, voilà, c'est ce que je viens de dire, mais on va voir un autre type de relation transversale, c'est celle entre les sciences de la vie et
entre différentes, plutôt, je dirais plutôt entre différentes sciences de la vie, puisque les sciences du psychisme sont des sciences de la vie. Alors, on pourrait citer Janet, on pourrait citer Piaget, mais qui ont tous été très influencés par le darwinisme et par les théories des vérités de l'époque. Mais là, je vais vous parler de Freud. Je vais vous parler de Freud en tant que biologiste. C'est-à-dire, je ne remettrai pas en cause la psychanalyse. On ne peut pas à la fois faire l'histoire du darwinisme. Il y a trop de littérature à connaître, et celle de la psychanalyse. Donc, psychanalyse et société. Mais il faut que je vous parle un petit peu de psychanalyse pour introduire mon sujet. Alors, en 1912, il y a deux grands psychanalystes qui s'entendent très très bien entre eux, qui s'appellent Carl Gustav Jung et Sigmund Freud. Et ils décident ensemble de définir quelle est la place de la psychanalyse dans la société. Ils en discutent beaucoup. Et finalement, en 1912-1913, chacun va écrire un livre. Carl Jung va écrire Métamorphose de l'âme et des symboles, et Freud va écrire Totem et tabou. D'ailleurs, il en écrira une suite en 1938 qui s'appelle Moïse et la religion monothéiste, qui reprend complètement Totem et tabou. C'est tellement important pour eux. Alors, ça ne remet pas en cause la cure psychanalytique et tout à l'époque. C'est tellement important pour eux, cette place de la psychanalyse dans la société, que la rupture entre eux va être définitive. Sur cette question-là, juste pour le savoir, Carl Gustav Jung fait l'hypothèse qu'il existe un inconscient collectif qui est héréditaire, qui est présent chez tous les individus et qui ne varie pas d'un individu à l'autre, qui nous est donné à la naissance. Et Sigmund Freud pense aussi que le patrimoine héréditaire agit, mais que ce patrimoine héréditaire nous fait revivre des choses des générations antérieures par lesquelles on peut à la fois interpréter les rites religieux et les névroses obsessionnelles, et aussi le comportement de l'enfant. Alors, dans Totem et tabou, Freud s'inspire de différents auteurs de l'époque, et notamment de l'anthropologue Fraser, qui a écrit Totemism and Exogamy, un livre où il explique que la société organisée en clans permet d'éviter la consanguinité. Alors, ça parle évidemment à l'homme de l'interdiction de l'inceste. Alors, son hypothèse, c'est que d'abord, il y a une relation entre le tabou et l'évitement de l'inceste, qu'il y a des différentes formes de totémisme dans les différents peuples dits primitifs à l'époque, mais qu'elles sont analogues, même avec des histoires différentes. Et enfin, influencé par ces différents auteurs dont ils inspirent, il va en fait assimiler la conception d'Auguste Comte, bien qu'il ne l'ait pas lu lui-même, sur laquelle l'humanité passe des étapes dans la connaissance, dont la première est pour lui l'animisme, ensuite la religion, notamment monothéiste, et ensuite la science. Alors, au niveau psychanalytique, il dresse des analogies entre les interdits des peuples primitifs, notamment interdits alimentaires, les interdits que se donne le névrosé, les interdits religieux et aussi le cannibalisme, l'eucharistie, enfin tout ce que vous voulez, et puis les comportements de l'enfant. Il dit ceci qui est très révélateur: nos enfants ne réagissent pas d'une manière qui correspond à leur pratique, à leur propre expérience vécue, mais instinctivement, comme les animaux, ce qui n'est explicable que par l'acquisition phylogénétique. C'est-à-dire, comprenez bien, par l'acquisition des comportements de leurs ancêtres, par l'hérédité des caractères acquis. Alors, ces analogies, Freud, qui est un biologiste, ne l'oublions pas, va en faire des homologies selon la tradition darwinienne de l'époque. Maintenant, voyons comment il envisage le passage de l'animalité à l'humanité. Alors, il s'inspire directement de Darwin et de Atkinson, qui est un théoricien des religions juives. Je vais vous le lire. Le mâle fort était le maître et le père de toute la horde, et son pouvoir, dont il faisait usage avec violence, n'avait pas de limite. Toutes les créatures féminines étaient sa propriété, les femmes et les filles de sa propre horde, mais aussi celles qui avaient été volées à d'autres hordes. Le destin des fils était rude. S'ils suscitaient la jalousie du père, ils étaient tués, castrés ou chassés. Ils étaient forcés de subsister au sein de petites communautés et de se procurer des femmes en les enlevant. Ensuite, tel ou tel d'entre eux pouvait réussir à se hisser dans une position analogue à celle du père dans la horde d'origine. Les plus jeunes fils étaient protégés par l'amour des mères, tiraient profit du vieillissement du père et pouvaient le remplacer après son décès. Donc ça, c'est avant l'humanité. Alors, comment on passe à l'humanité? Les frères chassés s'associaient pour se rendre maîtres de leur père et, selon la coutume de ces époques,
le manger cru, c'est normal. Nous attribuons à ces hommes primitifs les mêmes attitudes que celles que nous pouvons constater chez les primitifs de notre temps, c'est-à-dire les enfants. Ils ne haïssaient et ne craignaient pas seulement le père, mais le vénéraient aussi comme un modèle, et chacun, en vérité, voulait se mettre à sa place. L'acte cannibale devient alors compréhensible comme une tentative de s'assurer, en ingérant un morceau de lui, l'identification avec lui. Donc, pour Freud, le souvenir de l'acte de libération accompli mène à un contrat social. Ainsi naquit la première forme d'une organisation sociale avec renoncement à la pulsion, reconnaissance d'obligations réciproques, mise en place d'institutions déterminées et déclarées indéfectibles, donc sacrées, c'est-à-dire le début de la morale et du droit. Donc vous voyez, c'est la répression de ces actes primitifs, mais avec conservation des rites du cannibalisme et autres, qui explique le passage à des institutions sociales, et notamment à la religion. Alors, j'ai repris tout ça, non pas dans Totem et Tabou, mais dans Moïse et le monothéisme, qui résume excellemment Totem et Tabou. On va citer Totem et Tabou un peu plus tard. Alors, je vais maintenant passer à la biologie, et exclusivement à la biologie. Il y a deux aspects de la biologie de l'époque qui sont présents dans Freud. C'est d'une part sa conception de l'hérédité et de l'évolution des espèces, et deuxièmement, le récit du meurtre primitif que je ne vous ai pas encore lu parce qu'il est dans Totem et Tabou. Donc, d'abord, voyons l'hérédité. Quel est le darwinisme de Freud ? Alors, Freud est le seul psychanalyste qui n'a jamais suivi les cours de psychanalyse. C'est normal. Donc, il a fait quoi ? Eh bien, c'était un évolutionniste et un anatomiste comparé. C'était un zoologiste à l'époque. Il a fait sa médecine, évidemment, aussi. Mais en fait, il est né dans le sein du darwinisme, si je puis dire. Alors, il a vécu une période qui est oubliée aujourd'hui, c'est celle qu'on appelle l'éclipse du darwinisme, et il vaut mieux l'appeler l'éclipse de la sélection naturelle. Et il écrit aussi dans une période qui est celle du grand débat entre l'hérédité mendélienne et l'hérédité des caractères acquis, qui va durer, je mets de 1900 à 1926, je prends 1926 parce que c'est le suicide de Paul Kammerer en Autriche, vaincu par William Bateson. Alors, Freud, il a conscience qu'il est Lamarckien, il a conscience que c'est une conception qui est en recul à son époque. Mais sa conception de l'hérédité, il l'a acquise quand il était jeune. Alors voilà, la vie de Freud. Alors la vie de Freud, prise entre sa naissance, entre 1865 et sa mort en 1939, en Angleterre. Donc, la théorie de l'évolution, elle commence en 1859, un peu avant, et la théorie synthétique de l'évolution, c'est-à-dire le darwinisme moderne, en 1942. Donc, il ne l'a pas connu non plus. Il est vraiment créé, formé par le premier darwinisme. Alors, ici, vous avez l'éclipse de la sélection naturelle. Je la fais commencer à la mort de Darwin, mais en fait, je pourrais la faire commencer, en fait, avec le livre de Darwin sur la variation et avec le livre de Darwin sur la descendance de l'homme, qui va être évidemment important pour Freud. Alors, ici, nous avons la période où Freud fait de l'anatomie comparée sur des invertébrés et sur des vertébrés primitifs. Il trace des nerfs, en fait, par morphologie, chez des êtres vivants. Ce qui le rapprochera de Charcot un jour. Et puis, 35 ans après, psychanalyste établi, il va écrire Totem et Tabou. Ici, vous avez cette période incertaine où le mendélisme ne s'est pas imposé, malgré la redécouverte des lois de Mendel, où les gens refusent le mutationnisme parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que des aberrations aussi fortes que les mutations que l'on connaît puissent créer de nouvelles espèces. Alors voilà, donc les deux périodes de Freud. En fait, la période du Freud de Totem et Tabou, c'est un rappel de celui-ci. Alors, l'hérédité est une interrogation de toute la vie de Darwin, en fait. On parle souvent de la sélection naturelle, mais il a passé toute sa vie à s'interroger sur l'hérédité, et il acceptait trois idées communes, qui sont que la variation naît de perturbations, que l'hérédité du psychisme et le psychisme sont deux questions qui sont généralement liées, pas toujours, mais souvent, et que les variations acquises au cours du développement sont transmises. Il a écrit un livre de 2 tomes énorme là-dessus, mais surtout, il a écrit plein d'autres livres, y compris, on verra après. Et toute sa vie, dans son jardin à Down, parce qu'il vivait de ses rentes,
ou les ventes de sa femme, en fait. Il a fait des expériences en croisant des fleurs, en observant le comportement des animaux domestiques, des animaux primitifs comme les vers de terre, ou encore plus primitifs que les animaux primitifs, le comportement des fleurs. Les fleurs ont un comportement. Et voici, pour résumer un peu ses conceptions sur l'instinct et sur l'intelligence, ce qu'il dit des vers de terre dans son livre sur les vers de terre, qui est son dernier livre. Chez les animaux, des actions qui paraissent dues à l'intelligence peuvent s'accomplir grâce à une habitude transmise par l'hérédité sans que l'intelligence s'en mêle, bien qu'à l'origine, cette habitude s'acquiert à l'aide de l'intelligence. Ou bien il se peut que l'habitude a été acquise par la conservation et l'hérédité de variations heureuses de quelque autre habitude. Et dans ce cas, la nouvelle habitude aura été acquise indépendamment de l'intelligence et dans tout le cours de son développement. Il n'est donc pas improbable, a priori, que les vers aient acquis des instincts spéciaux par l'une ou l'autre de ces deux dernières voies. Donc, il admet à la fois que l'instinct, ce sont des attitudes originellement intelligentes qui sont devenues mécaniques par hérédité des caractères acquis, mais il admet aussi qu'il peut y avoir des changements inattendus, ce qu'on appellerait des mutations aujourd'hui, qui peuvent changer également, qui peuvent devenir héréditaires. Vous remarquerez qu'il n'exclut pas que les vers de terre soient des êtres intelligents et que leurs instincts soient été acquis par l'intelligence. Donc vous comprendrez très bien que Freud, lisant ça, admette aussi que les comportements de regret des fils qui ont tué et mangé le père s'inscrivent dans le psychisme de leurs descendants et que lorsque nous prions, lorsque nous mangeons le Dieu, par exemple, ou autre chose, nous revivons la scène primitive de nos ancêtres ayant tué le chef de la horde. Or, dans son courrier avec d'autres psychanalystes, Freud insiste, c'est bien ça que j'ai voulu dire. Il y a bien eu hérédité des caractères acquis. Nous avons résurgence de quelque chose qui a réellement eu lieu. Voilà pour ce qui est de l'hérédité chez Freud. Passons maintenant à la scène primitive, évidemment. C'est peut-être le plus intéressant. Alors, voici ce qu'il en dit dans Totem et Tabou. Voilà comment il décrit le passage du singe à l'homme, en quelque sorte. Des habitudes de vie des singes supérieurs, Darwin a conclu, c'est Freud qui parle, que l'homme a lui aussi vécu primitivement en petites hordes, à l'intérieur desquelles la jalousie du mâle le plus âgé et le plus fort empêchait la promiscuité sexuelle. Il cite « C'est pourquoi, en remontant le cours du temps, assez loin en arrière, et en juger par les habitudes sociales de l'homme telles qu'il existe actuellement, l'idée la plus probable est qu'il vivait originellement en petites communautés, chacun avec une seule femme, ou s'il était puissant avec plusieurs, qu'il défendait jalousement contre les autres hommes. Ou bien, il aurait pu ne pas être un animal social et néanmoins vivre avec plusieurs compagnes, comme le gorille. Car tous les indigènes s'accordent à dire qu'un seul mâle adulte est vu dans un groupe lorsque le jeune mâle grandit. Une lutte se produit pour la domination et le plus fort, tuant ou chassant tous les autres, s'établit comme chef de la communauté. Dr. Savage, 1845-1847. Les jeunes mâles ainsi écartés, et errant çà et là, s'ils réussissent finalement à trouver partenaire, empêcheront une consanguinité trop forte au sein d'une même famille. Ça, c'est toujours la citation de Darwin. Donc Freud lit ça, et il voit dans Darwin d'où vient, en quelque sorte, à l'origine, l'interdiction de l'inceste. Alors, il faut bien voir qu'il y a 3 auteurs dans ce texte. Ici, nous avons Freud. Il cite Darwin jusqu'en bas, mais entre-temps, Darwin cite Savage sur le gorille. Et toute la construction de Totem et Tabou, ce chapitre de Totem et Tabou, Freud le dit, tout le monde le reconnaît, c'est le plus fondamental, est construite sur cet emboîtement des récits de 3 personnages. Nous avons Freud qui cite Darwin, qui cite Savage. Alors, qui c'est ce Savage? Ce Savage, c'est la découverte du gorille. Et là, je vais vous raconter la découverte du gorille. Et là, on va découvrir des choses. Alors d'abord, je clarifie tout de suite ce qu'on sait actuellement du gorille. Donc là, je vous montre la phylogénie des grands singes, ici représentée sous forme d'un déjeuner sur l'herbe. Donc vous avez
2 orang-outans, 2 espèces d'orang-outans, vous avez 2 espèces de gorilles, vous avez 2 espèces de chimpanzés, les chimpanzés et les bonobos, et puis vous avez une espèce d'homme. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est une femme, oui. Oui, c'est un homme femelle. Hein. Je pense que c'est bien dans la phylogénie des grands singes de mettre une femme de temps en temps, parce qu'il y en a marre qu'il n'y ait toujours que des hommes. Et en fait, je crois que dans les autres, il y a des femelles aussi. Là, je crois que c'est une femelle aussi. Et ça, je pense que c'est une femelle. Ça aussi. Je crois que je me rappelle maintenant, je n'avais mis que des femelles. Je n'avais mis que des femelles, d'ailleurs, parce qu'au début, c'était une phylogénie mitochondriale. C'était normal. Et comme les autres étaient sur l'herbe, j'avais pris la dame du déjeuner sur l'herbe, parce que je trouve que ça allait bien ensemble. Alors, tout de suite, sachez que pendant plus d'1 siècle, on ne saura rien de plus sur le gorille que ce que savait Darwin. Parce que les travaux de Diane Fossey sur le comportement des gorilles, de même que ceux qui ont été faits sur le chimpanzé, datent des années 70, donc plus d'1 siècle après Darwin, et que c'est chez Leontine, d'ailleurs, quand j'y étais en postdoc, que Marie-Hélène Rivolo a résolu la trifurcation entre l'homme, les chimpanzés et le gorille, a montré que le plus proche de l'homme, c'était le chimpanzé. Alors, c'est intéressant par rapport aux systèmes sociaux, parce que les orang-outans ne vivent pas en société, les femelles vivent avec le petit, c'est tout. Dans les gorilles, il y a des harems unimâles, où le mâle au dos gris a son harem et chasse les autres mâles, exactement comme dans le récit que nous venons voir. Et les chimpanzés vivent en groupe, ce qu'on appelle multimâles, multifemelles, avec beaucoup de politique, avec des cultures, avec fabrication d'outils, utilisation d'outils, choix et utilisation d'outils. Ce qui fait que si on voulait savoir quel était le comportement de l'ancêtre commun, il y a peu de chances qu'on choisisse le gorille, a priori, comme type de société qui serait la société ancestrale de la société humaine. Donc je vous dis ça tout de suite pour vous dire que ce que je vais dire après n'a rien à voir, évidemment, avec la science telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais on ne peut pas savoir. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on s'est tellement intéressé aux gorilles, puisqu'on ne savait pas quelle était l'espèce la plus proche de l'homme? On va le voir. On va le voir parce qu'il va y avoir construction sociale d'une image du gorille. Parce que le gorille, quand on parle de gorille à quelqu'un, même quand on parle de gorille en police, par exemple, un policier gorille ou une milice sud-américaine, on pense à un type de gorille tout à fait particulier qui n'a rien à voir avec l'animal qui porte le même nom. Alors, comment s'est faite cette construction sociale du gorille? Alors, d'abord, il faut savoir que si les petits singes, les singes qui ont des queues, sont connus depuis l'Antiquité, parce qu'ils vivent sur le pourtour méditerranéen, les grands singes ont été connus seulement après la Renaissance. Les orang-outans sont découverts en Indonésie, dans les îles Aipis, et les chimpanzés sont ramenés par les explorateurs à peu près à la même période. Les gorilles n'auront été reconnus que plus tard. On les avait rencontrés avant. Notamment, un Carthaginois, Anon, avait ramené... Alors non, c'est autre chose. Notamment, un certain nombre de récits d'aventuriers avaient dit qu'il existait 2 types de singes, de grands singes, en Afrique. Mais c'est des récits dont on ne peut rien tirer. Alors, le mot de gorille, lui, c'est un peu particulier, puisque un Carthaginois, Anon, avait exploré la côte ouest de l'Afrique il y a 25 siècles, et il avait ramené 2 dépouilles de femelles de chimpanzés qu'il avait appelées gorilla, qui a été en fait une divinité, qui était devenue une divinité carthaginoise. C'est un nom qui vient du Wolof, pense-t-on, de goré, homme, et associé à golo, qui veut dire singe. Et goré-golou, ça veut dire quelque chose comme la force virile. Moi, je traduis ça par bravitude, mais vous n'êtes pas obligé de le croire. Alors, je passerai sur le gorille dans les populations africaines parce qu'il faut que je gagne du temps. Donc, la découverte du gorille. Le début du 19e siècle est une période de transition en Afrique. C'est la période où on abolit l'esclavage. C'est un peu long hein, et c'est un peu contradictoire, mais on l'abolit. On cesse d'acheter des esclaves aux chefferies littorales et qui se reconvertissent donc en chefferie marchande. Donc les marchandises de l'intérieur cheminent jusqu'à la côte,
De peuple en peuple, des commerçants s'y établissent, ils traitent l'ivoire et l'ébène, et les missionnaires et les commandants de marine, notamment français, établissent leur quartier. Donc voilà Libreville en 1841. Ici, vous avez la mission du révérend Wilson. Ici, vous avez le roi Denis et le roi Louis qui signent des accords avec la France. Ici, vous avez typiquement un traitant qui vend de l'ivoire au navire marchand avec ses femmes. Alors, en 1836, lors de la formation du Libéria, pays où s'établissent des anciens esclaves affranchis américains en Afrique, le révérend Savage fonde une mission au Libéria. Il est missionnaire, donc c'est un clerc, mais en même temps, il est docteur en médecine et naturaliste, parce qu'à l'époque, les sciences naturelles étaient destinées à montrer l'existence des dieux, il ne faut pas oublier. Et donc, il tombe sur des chimpanzés, il sait qu'ils n'ont pas été décrits depuis longtemps, il écrit à Wyman, un professeur à Harvard, et ensemble, ils font une publication où ils décrivent le chimpanzé. Wyman décrit l'anatomie et Savage décrit le comportement. Enfin, le comportement, il ne l'a pas observé lui-même, mais il sait ce qu'on lui en a dit. Il a rencontré des chasseurs. Et puis, en 1847, il repart aux États-Unis, mais son bateau échoue un peu au Libéria, échoue au Gabon, et il y reste bloqué pendant plusieurs mois. Et il rencontre Wilson, qui lui montre des crânes d'hommes des bois. Njena, en mienné, la langue des Pongwe. Alors, Njena, ce qui est amusant, une petite anecdote, là, sans conséquence. Njena, ça veut dire homme des bois, mais Savage aussi. Il ne faut pas oublier que Savage, ça vient de sauvage. Sylvaticus, l'homme des bois. En tout cas, Savage voit immédiatement que ce n'est pas une espèce connue à la science. Il envoie des crânes à Wyman pour les décrire. Et donc, c'est important pour nous, parce que c'est dans cette publication qu'il va décrire le comportement du gorille qu'on va retrouver chez Freud. Alors voilà, c'est matériel et méthode, si je puis dire. Il faut garder à l'esprit, dit-il, que ma description est basée sur les déclarations des indigènes de la région. Dans ce cadre, il peut être utile aussi que je signale qu'ayant été missionnaire résident pendant plusieurs années, étudiant par des contacts réguliers l'âme et le caractère africain, je me sentais préparé à discriminer et décider sur la vraisemblance de leurs déclarations. Par ailleurs, connaissant bien l'histoire et les mœurs de son intéressant congénère, le chimpanzé, j'étais en mesure de faire la différence dans leurs déclarations sur les deux animaux qui, partageant la même localité et une similarité de comportement, étaient confondus dans l'esprit de la masse, d'autant que la plupart, sauf quelques-uns comme les traitants avec l'intérieur et les chasseurs, n'avaient jamais vu l'animal en question. Donc voilà le comportement du gorille qu'on va retrouver dans Freud. Donc, Savage n'a jamais vu de gorille vivant, il n'a vu que les crânes. Mais la plupart de ses interlocuteurs non plus. Et parmi ses interlocuteurs, la plupart confondent le chimpanzé et le gorille. Donc, non seulement il arrive à séparer, à trier les éléments de comportement du gorille et du chimpanzé, mais en plus, il va déclarer que certaines assertions sont fausses. Lesquelles ? Celles qu'avaient repris depuis longtemps les voyageurs et qui courent les mythes africains, selon lesquels les hommes des bois enlèvent des négresses pour en jouir. Il dira, ça, c'est n'importe quoi. Je n'y crois pas. Donc, vous voyez tout le travail méthodologique fait par Savage pour réussir à écrire une publication scientifique sur le comportement d'un animal qu'il n'a jamais vu. Mais ce qui est de plus extraordinaire, c'est que ce sera vrai. Ce n'est pas si faux que ça, c'est assez proche de ce que décrira Diane Fossey plus tard. Donc, vous voyez, vous avez emboîtement entre Freud, Darwin, le Savage, les discours d'Mpongwe sur les deux espèces réécrits par Savage. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que là, cela va survivre à des polémiques en Europe et en Amérique qui vont nous entraîner dans ce que j'appelle les trois guerres des gorilles. Il n'y a pas que moi d'ailleurs qui parle de guerre du gorille, mais je suis obligé d'en rajouter parce qu'il y en a deux sur lesquelles personne n'a travaillé. Alors, première bataille, la bataille pour la priorité. Savage veut acheter des squelettes à un chasseur, mais immédiatement, des commerçants européens flairent le coup et ils renchérissent
Ils volent les squelettes eux aussi pour les vendre. Et notamment le capitaine Wagstaff, qui obtient des exemplaires un peu usagés pour les ramener à un professeur de Bristol, à un zoologiste. Sauvage s'affole. Il veut garder sa priorité. Il croit s'en tirer en écrivant au professeur Owen de Londres et Sudbury de Bristol, mais ils ne lui répondent pas. À l'époque, en plus, le courrier était long. On attendait le facteur. Et il se rend compte qu'il est en train de se faire flouer. Donc, il fait deux choses. D'une part, il dit à Wyman, on publie le plus vite possible à la Société des sciences naturelles de Boston. Et d'autre part, il écrit à des collègues anglais, vous me publiez quelque part une liste d'espèces que j'ai envoyées, que je rapporte, et mettez en toutes lettres qu'il y a le gorille découvert par monsieur Sauvage. Alors, le capitaine Wagstaff arrive avec ses exemplaires, il meurt. Mais Sudbury réussit à aller récupérer les crânes. Il prend le train de Londres, les porte à Owen. Owen publie l'espèce sous le nom de Troglodytes savagei. En plus, il s'amuse beaucoup, Owen. En plus, il devait connaître le latin, donc il savait que ça voulait dire homme des bois. Mais trop tard. Owen a perdu. Wyman et Savage ont publié 6 mois avant à Boston. C'était la première guerre du gorille. Mais, en fait, dans cette première guerre du gorille, Owen, qui reste flegmatique, écrit à Wyman, explique « J'ai présenté le monstre à nos zoologistes époustouflés. En vérité, le gorille est une caricature d'humanité la plus inquiétante et diabolique qu'un poète atrabilaire eût jamais conçue ou un naturaliste jamais rencontré. » Et là, il va recréer l'image sociale du gorille. Il le fait. Et pourquoi il le fait? C'est un zoologiste. Ça l'intéresse, la vérité scientifique. C'est parce qu'il a des intérêts politiques. Il s'en fiche d'être le premier à décrire le gorille. Il a besoin de convaincre le gouvernement de Londres de lui construire le British Museum of Natural History. Il a besoin de pognon, il a besoin de pounds. Et il lui faut des spécimens extraordinaires. En Amérique, ils ont les dinosaures. Lui, il aura le gorille. Donc, il achète tous les crânes de gorille qui passent à sa portée. Et donc, il a aussi besoin, alors je le dis tout de suite, Owen sera un anti-évolutionniste. Il a besoin de ce monstre. Et il s'en fiche que ce soit une caricature d'humanité, puisque lui, de toute façon, il n'en fait pas l'ancêtre de l'homme. Deuxième guerre du gorille. Exploration du Gabon par Paul Belloni du Chaillu. Alors, Paul Belloni du Chaillu, c'est un brave garçon, sans grande éducation, qui est le fils d'une métisse et d'un trafiquant français qui pratique clandestinement la traite des esclaves et qui fuit un jour l'île Maurice où il est établi et qui va aboutir un jour à Libreville, trafiquant à Libreville. Alors son fils le rejoint à Libreville, apprend l'anglais avec le révérend Wilson, toujours le même, et il se dira désormais américain, né à la Nouvelle-Orléans en 1939, bien qu'il soit né en 1931 à l'île Maurice. Il veut faire quelque chose dans la vie, il recueille des fonds pour explorer l'intérieur du Gabon et pour être le premier blanc à voir un gorille vivant. Ah, évidemment, c'est ça qui manquait. Et lui, il connaît bien l'âme africaine, si je puis dire. Alors, il fera plusieurs expéditions. Il ramène des peaux, des squelettes, des différents mammifères. Comme il se dit américain, il va en Amérique. Il dit, regardez tout ça, vous en voulez pour vos musées? Et les Américains lui disent, non, vous connaissez rien à la zoologie, nous vous méprisons. Alors, du coup, il va à Londres, il va voir Owen. Owen achète tout à prix d'or et il lui permet de publier chez Murray, l'éditeur de Darwin, l'un des principaux éditeurs à Londres. Alors, Paul du Chaillu, c'est un succès. Il fait ses conférences médiocres, un peu d'aventurier, et il devient très riche. Et grâce à Owen, mais il faut bien dire que le livre qu'il publie, c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment des récits d'aventure de bas niveau, très bien illustrés, importants, etc. Mais les zoologistes anglais, collègues de Owen, disent ce mec-là est un imposteur. Ils envoient même quelqu'un au Gabon pour voir s'il est vraiment allé dans la forêt. Et comment pourriez-vous imaginer, il y a encore une troisième guerre du gorille et c'est fini après. Comment pourriez-vous imaginer de croire un livre où un chef Fang est appelé le roi des cannibales? Comment pourriez-vous imaginer un livre de zoologie, alors je ne sais pas si vous voyez bien, où un crocodile tourne la tête de droite et de gauche?
je donne 100 balles à celui d'entre vous qui arrive à voir un crocodile tourner la tête de droite et de gauche. C'est pas possible. Il faudrait qu'il ait un coup de taureau. Ou celui-ci, ici, qui lève la queue comme un marsupilami. C'est pas possible. Un zoologiste ne veut pas avoir commis des choses pareilles. Oui, la fontaine Cuvier, oui. C'est le seul autre exemplaire. Oui, on en reparlera tout à l'heure, on expliquera. Je ne veux pas finir parce que j'ai encore un problème de guerre du gorille avant. Duchaillu... Alors, en plus, ce qui est le plus grave, c'est que Duchaillu prétend qu'il a vu les gorilles, qu'il est le premier à voir des gorilles, et que les gorilles vivent en famille, en couple monogame, mâle et femelle. Et ça fout par terre, en principe, tout ce qu'a raconté Sauvage. Et ce qui est remarquable, c'est que Darwin, comme un bon referee, si je puis dire, de publications modernes, saura quelles sont les bonnes publications et les mauvaises. Donc, il monte une deuxième expédition qui est une catastrophe. Ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails. Il reconnaîtra finalement que le gorille est polygame. Alors, troisième guerre du gorille, la guerre entre Huxley, le compagnon de Darwin, et Owen. C'est une guerre sur le cerveau des grands singes. Ce sont les deux grands anatomistes, les deux immenses anatomistes britanniques de cette période. Owen le fixiste et Huxley l'évolutionniste. Owen prétend que le cerveau des grands singes est vraiment très différent de celui des hommes. Il prétend même qu'ils n'ont pas d'hippocampe, pour en revenir à l'hippocampe dont on parlait hier, et que leur hippocampe c'est n'importe quoi, et que la différence entre l'homme et les grands singes, c'est l'hippocampe. Huxley dit exactement le contraire. Il écrit un livre, dès après la sortie de L'origine des espèces de Darwin, il écrit un livre sur la place de l'homme dans la nature, où il explique la proximité de ces animaux. D'ailleurs, vous reconnaîtrez cette figure parce qu'elle a été tellement galvaudée sous d'autres formes. L'homme final, et puis toute la série qui mène avant. Sauf que ce que vous attendriez pas de nos jours, c'est de trouver le gorille juste derrière. Quelque part, cette figure de Huxley reflète cette création sociale du gorille qui fait du gorille le plus proche de l'homme finalement. Alors, c'est pas comme ça dans le texte d'Huxley, mais c'est comme ça quand même dans cette figure. Et là, les camps sont partagés. Il y a d'un côté Huxley et Darwin, et dans son livre sur la descendance de l'homme, celui dont s'inspire Freud, Darwin, dans la deuxième édition, donne plusieurs pages à Huxley pour intervenir dans cette polémique, pour la fixer, pour dire oui, les grands singes sont plus proches de l'homme au niveau du cerveau qu'ils ne sont proches des autres primates. Ce qui est, à l'époque victorienne, une affirmation très forte. Donc voilà. Et malgré tout, Darwin... Alors, bon, la figure sociale du gorille a duré longtemps. Là, quand je reprends le Larousse de mon grand-père, 1922, on associe des œuvres d'art qui ne devraient pas exister à des descriptions du gorille qui ne devraient pas exister non plus, avec son crâne dolichocéphale, ça veut dire tout dire. Cachez-vous, les dolichocéphales, c'est un animal craintif, peu intelligent, vivant par couple. Donc, la fausseté scientifique a survécu. Avec une sauvage énergie, il enlève une négresse en serrant contre sa poitrine la femme toute nue dont le corps est lacéré de coups de griffes et dont le bras montre des traces de morsures. Voilà, ça c'est le gorille de Tintin. Malgré tout, donc, Darwin arrivera à séparer le bon grain de l'ivraie, mais évidemment, malgré tout, le texte de Freud s'appuie sur du sable. Alors, donc, face à plusieurs opinions, Darwin retient le plus crédible sur le plan scientifique, celui de Sauvage. L'histoire montrera qu'elle est la plus proche de la réalité. Mais le comportement du gorille ne nous dit rien du comportement de l'homme ancestral. Les grands singes sont tous différents par leur comportement social et le gorille n'est même pas notre plus proche parent. La figure du gorille reste altérée par la construction sociale qui en fait une caricature d'humanité. Owen en est largement responsable, donc les disputes entre scientifiques, vous remarquerez. La thèse de Darwin sur l'hérédité des caractères acquis n'était que la spéculation scientifique la plus populaire parmi les scientifiques de l'époque. Le principe phylogénétique de totem et tabou n'avait pas de base biologique. Et bien que l'évolution fût une théorie juste, la construction darwinienne était alors un écheveau d'hypothèses dans lequel totem et tabou, hélas, c'est fourvoyé. Voilà.